Une chose qui serait sans doute intéressante d'explorer dans ce cours de biochimie des glucides serait de parler de leurs propriétés physiques et chimiques. Commençons par les propriétés physiques des os. Alors là, il n'y en a que trois, c'est assez simple, trois propriétés physiques qui sont les propriétés optiques, les propriétés polaires et les propriétés thermodégradables. Commençons par les propriétés optiques. Il y en a trois qui sont assez simples. D'abord, on a une modification du pouvoir rotatoire. Ça, vous le savez, on les place dans un polarimètre. Quand on va placer une substance qui va contenir des os, on aura une déviation de la lumière polarisée. Donc là, c'est déjà une propriété optique, modification du pouvoir rotatoire. Mais également modification de l'indice de réfraction. L'indice de réfraction, c'est tout simplement cet indice qui n'a pas d'unité, qui va caractériser le comportement de la lumière dans un milieu. Et son indice, la lettre qui va faire référence à cet indice, c'est le n. Par exemple, dans le vide, l'indice de réfraction, c'est 1. n égale à 1. Et effectivement, quand on va placer des oses dans une solution, son indice de réfraction va changer. C'est tout. Ensuite, il faut savoir que les oses, ils vont absorber surtout dans l'infrarouge. Supposons qu'on a ici donc une solution qui va contenir des oses. Et là, je vous fais donc un petit rappel sur le spectre de la lumière, de façon assez simplifiée. Entre 400 et 800 nanomètres, on a le visible. Supérieur à 800, on a l'infrarouge. Inférieur à 400, on a l'UV. Ce qui va se passer quand on veut étudier la spectrométrie d'une solution qui va contenir du glucose, c'est-à-dire si on veut étudier les radiations caractéristiques de cette solution, on va remarquer, donc là elle va émettre des radiations, et on va remarquer qu'ils vont surtout absorber au niveau de l'infrarouge, donc très peu au niveau de l'UV et du visible. Et voilà, on vous le dit, les oses vont absorber très peu dans le visible et dans l'UV, mais ils vont posséder un spectre infrarouge caractéristique. C'est fini avec les propriétés optiques. Maintenant, les propriétés polaires. Alors ça, vous l'avez deviné, les oses sont très solubles dans l'eau, et ceci est dû à leurs groupements hydroxyles, qui sont des groupements polaires, et qui vont donc interagir très facilement avec l'eau. Et enfin, leurs propriétés thermodégradables. Ça aussi, je pense que vous le connaissez. Quand on fait chauffer des oses, nous aurons une caramélisation. Voilà. Nous passons maintenant aux propriétés chimiques. Alors là, il y en a un peu plus, donc il y a pas mal de choses à apprendre, mais c'est quand même assez simple. Concentrez-vous et ça va bien aller. On a déjà 4 types de propriétés chimiques. Nous commencerons tout d'abord par parler de leur stabilité chimique. Leur stabilité chimique, c'est-à-dire comment vont-ils réagir selon qu'ils soient dans un milieu acide ou dans un milieu basique. Nous parlerons juste après de leurs propriétés, de certaines propriétés qui seront dues à la présence du groupement carbonyle. Le groupement carbonyle qui va donc déterminer la fonction de l'ose. Nous parlerons également des propriétés qui seront dues à la présence de la fonction alcoolique, c'est-à-dire du groupement hydroxyle qui va déterminer cette fonction, et enfin à des propriétés qui seront dues à la présence des deux fonctions en même temps, c'est-à-dire de la fonction due au groupement carbonyle et à la fonction alcool. Très vite, nous commençons par la stabilité chimique. Alors là, nous verrons tout d'abord leur comportement dans un milieu acide, ensuite dans un milieu basique. Dans un milieu acide et à chaud, alors retenez ce détail, c'est un milieu acide et à chaud. Nous allons remarquer qu'il y a une déshydratation interne de la molécule qui va induire sa cyclisation. Je vais vous le montrer, et ils vont former ce qu'on appelle un groupe furfural, un dérivé furfural plutôt. Donc vous voyez donc cette molécule ici, on l'a placée dans un milieu acide et à chaud, il y a eu une déshydratation interne. Des OH et des H se sont détachés pour former une molécule, plus précisément 3 molécules de H2O. Et vous voyez comment
la molécule s'est un peu transformée de cette façon-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle un dérivé furfural. Ces dérivés furfuraux auront la propriété de pouvoir réagir avec d'autres composés. C'est soit des phénols, des amines aromatiques, des hétérocycles azotés, etc., etc. Tout ça pour donner des produits colorés. Et quand je vous dis produits colorés, eh bien, vous pouvez sans doute déduire que c'est intéressant pour le dosage des glucides. Si je prends par exemple, voilà, si je prends une solution dans laquelle j'ai des glucides, et on veut savoir, enfin j'ai des oses plus précisément, et on veut savoir donc combien d'oses il y a dans cette solution, donc on veut réaliser son dosage, on pourra réaliser donc une déshydratation interne en la plaçant dans un milieu acide et à chaud, et réaliser son dosage en plaçant l'un des composés suivants. Et après réaction avec ces composés, on aura donc des produits colorés, et ceci nous permettra de connaître, de réaliser le dosage de ce glucide. Voilà. Et un exemple de dosage qu'on nous donne ici, c'est la haute toluidine qui va réagir avec des hexoses pour au final nous donner une coloration bleu-verte. On va se placer dans un milieu alcalin cette fois. Là, on peut avoir donc deux possibilités. Soit on a un milieu alcalin à froid, soit un milieu alcalin et à chaud. Dans un milieu alcalin et à chaud, alors vous le retenez, on a une dégradation complète, totale des oses. Alcalin à chaud, dégradation totale. C'est bon, c'est fini. Dans un milieu alcalin à froid, là on a deux possibilités. Soit une interconversion, soit une épimérisation. Une épimérisation, vous le savez, c'est tout simplement donc une relation d'isomérie qui va consister à changer un carbone asymétrique. La configuration d'un seul carbone asymétrique dans la molécule sera changée pour au final nous donner un ose complètement différent. Dans une interconversion, alors ça je pense que vous ne le savez pas, une interconversion c'est quand on passe d'une série à une autre, c'est-à-dire d'un aldose à un cétose. On a une modification de la fonction à l'intérieur de l'ose. Et ça se passe quand on se place dans un milieu alcalin et à froid. Alors ici on a un exemple, l'exemple du glucose. Le glucose, quand on va le placer donc dans un milieu alcalin et à froid, voilà le déglucose. NaOH, c'est donc la soude ou l'hydroxyde de sodium. C'est une base, c'est donc elle qui va créer le milieu alcalin. Il va nous donner un autre glucose, je pense. Ça, c'est pas un glucose, c'est un autre dérivé qu'on appelle l'endiol. Enfin bref, ça c'est pas le plus important. C'est à partir de là que ça nous intéresse. On a soit une interconversion, soit une épimérisation. Une interconversion pour nous donner l'équivalent du glucose en cétose. Et c'est bien entendu le fructose. Le fructose, il va contenir pratiquement la même configuration des carbones asymétriques du glucose, sauf que au lieu d'avoir donc une fonction aldéhyde, il aura une fonction cétone. Et enfin, on a une épimérisation. On aura donc soit une interconversion, soit une épimérisation. L'épimérisation au niveau du carbone C2. Et tout à l'heure on l'avait dit, l'épimère du glucose au niveau du deuxième carbone, c'est le mannose. Au niveau du quatrième carbone, c'est pas mentionné ici, c'est juste pour vous rafraîchir la mémoire, c'est le galactose. Nous avons fini de parler des propriétés, donc de la première propriété chimique, qui est la stabilité chimique. Maintenant, nous allons parler de la deuxième, nous allons aborder cette deuxième propriété, ou ces deuxièmes propriétés, puisqu'il y en a plusieurs, dues à la présence du groupement carbonyle. Ces propriétés, elles sont de deux. On a les propriétés de réduction et les propriétés d'oxydation. Quand je parle de réduction et d'oxydation, c'est par rapport à la charge de chaque carbone en oxygène. Je m'explique très vite. Dans le cas de la réduction, on va obtenir des polyalcools. Ce qui va se passer, c'est que notre carbonyle, voilà, le carbonyle, il était lié à deux oxygènes. Maintenant, il va comme réduire sa concentration en oxygène. Ce qu'il fait alors, c'est qu'il va détacher
sa double liaison de l'oxygène et il va se lier à un H. Et donc le reste ne va pas changer dans la molécule. Et voilà, donc on a détachement de cette double liaison et on se retrouve au final avec un H et d'un autre côté un O. Et bien sûr l'oxygène ne va pas rester comme ça, il va se lier à un autre hydrogène. Au final, dans notre molécule qui était initialement constituée d'un groupe carbonyle et de plein de groupes hydroxyles, maintenant elle ne sera constituée que des groupes hydroxyles, uniquement de groupes hydroxyles. Et les groupes hydroxyles, ils vont déterminer la fonction alcool. Donc on aura une molécule qui ne sera constituée que d'alcool. Et c'est ce qu'on appelle un polyalcool. Voilà. Une réduction, elle va générer ce qu'on appelle un polyalcool. Comment va-t-elle se faire cette réduction? Eh bien, elle se fait de deux façons. Soit par voie enzymatique, soit par voie chimique. La voie enzymatique, elle peut se faire aisément dans le corps. Elle est due à certaines enzymes, des enzymes qui seront chargées de cette réaction chimique. Et ces enzymes vont catalyser une réaction réversible. Contrairement à la voie chimique, qui va se faire notamment en laboratoire ou ailleurs, par exemple dans pour la synthèse de certains produits, dans des usines, etc., elle n'est pas réversible, elle est irréversible. Et on va donner un exemple. Alors vous avez remarqué que dans ces propriétés, on va toujours choisir l'exemple du glucose. Donc le glucose, après réduction, il va donner ce qu'on appelle le sorbitol. Vous voyez qu'on a disparition de cette fonction aldéhyde pour avoir tout simplement un polyalcool, comme ça, uniquement avec des groupes hydroxyles. Et ce sorbitol, alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est quand même assez connu, c'est un édulcorant. Un édulcorant, ça veut dire un substitut de sucre. C'est quelque chose c'est une substance qu'on place dans un produit à la place du sucre. Un édulcorant qui est assez connu, je pense que vous le connaissez tous, c'est l'aspartame. On l'utilise notamment dans les produits destinés aux diabétiques, mais même pour une personne qui ne veut pas forcément prendre du poids. Mais c'est pas tellement vrai, enfin bref, je vais pas rentrer dans ce détail. Mais voilà, donc le sorbitol c'est également un édulcorant. Il a un goût 2 fois moins sucré que le sucre de table, le sucre que vous utilisez quotidiennement. Ce sucre, on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le saccharose. Le sucre de table, c'est le saccharose. Et ce sorbitol, il a un pouvoir sucré 2 fois moins important. Il est notamment utilisé en cosmétique, dans les médicaments et même dans certains aliments, notamment les bonbons, les chewing-gums, toutes sortes de confiseries. Voilà, c'est ça le sorbitol. Maintenant, passons à la deuxième propriété qui est l'oxydation. L'oxydation, cette fois-ci, va consister à rajouter des atomes d'oxygène pour donner naissance à des acides. À partir donc d'un groupe carbonyle, nous allons rajouter un autre oxygène, voilà, qui sera lié à un O. Et là, nous allons garder l'oxygène initial. Ça, c'est ce qu'on appelle un groupe carboxyle et il va déterminer la fonction acide. Mais comment va se faire la génération de cette fonction acide? Eh bien, c'est suite à l'action des oxydants. Et il faut savoir que les oxydants, ils vont viser 2 carbones. Je vous l'explique. Alors, ils vont d'abord viser le carbone porteur de la fonction de la molécule, c'est-à-dire le carbone porteur du groupe carbonyle. C'est bon, ça c'est OK. Et le dernier, l'hydroxyle qui sera porté par le dernier carbone. Je vous explique ça sur une molécule, c'est plus parlant. Là, par exemple, on a le glucose. D'accord? On a 2 carbones qui seront concernés par cette oxydation. On aura le carbone qui sera porteur de la fonction. Dans ce cas, c'est la fonction aldéhyde. Et un autre carbone. Ce carbone, il est porteur de la fonction alcool primaire. Pour rappel, un alcool primaire, c'est... Alors, je représente ce carbone. Vous voyez, il est rattaché à un H de ce côté-là, au reste de la molécule, c'est-à-dire un radical d'un autre côté, et enfin un hydroxyle. Cet hydroxyle, c'est lui qui sera responsable de la fonction alcool. Et vous voyez que ce carbone qui est porteur de la fonction, il est rattaché uniquement à un radical. Là, on va parler d'une fonction alcool primaire. Si on avait un deuxième radical à la place de l'hydrogène, on aurait parlé d'un alcool secondaire.
Enfin, si on avait un troisième radical, on aurait parlé d'un carbone tertiaire. Là, on est dans le cas d'un carbone, plutôt d'une fonction alcool primaire, et cette fonction alcool primaire sera concernée par l'oxydation. On va dire ce qu'elles vont donner, c'est-à-dire ce que chaque oxydation va générer. D'abord, commençons donc par l'oxydation qui va viser le carbone porteur de la fonction. Ce carbone, donc il peut être visé soit par des oxydants doux, soit par des oxydants forts. On a deux types d'oxydants. Quand c'est un oxydant doux, on aura la génération d'un acide aldonique. Quand c'est un oxydant fort, on aura la génération d'un acide aldarique. Je vous aide tout de suite à les apprendre. Oxydant doux, vous voyez DO. Acide aldonique, DO. Ça peut vous aider à faire le lien. Oxydant fort R, acide aldarique R. C'est bon, normalement vous les avez appris. On va les expliquer dans un petit instant. Et pour la fonction alcool primaire, on a l'acide uronique. Donc normalement vous pouvez la retenir, il n'y a pas de souci. Alcool primaire, acide uronique. Et enfin on a cette fonction, la notion de sucre réducteur, on va l'expliquer à la fin. Commençons par la génération de l'acide aldonique. Comment va-t-elle se faire? Alors, les oxydants doux vont générer ce qu'on appelle, ils seront responsables de la génération des acides aldoniques. Ces acides, alors l'acide aldonique qui provient du glucose, il sera appelé l'acide gluconique. Vous voyez qu'on a appliqué tout simplement la nomenclature sur le glucose pour donner l'acide gluconique. Les oxydants doux vont cibler notamment le carbone porteur de la fonction aldéhyde ou cétone. Là, comme on est dans un glucose, ils vont cibler la fonction aldéhyde. Et à partir de là, nous allons obtenir un groupe carboxyle qui sera chargé, qui va déterminer la fonction acide gluconique. Petite remarque, cette oxydation-là, spécifiquement par les oxydants doux, elle sera possible par voie enzymatique dans le corps, par un enzyme qu'on appelle le glucose oxydase, ou la glucose oxydase. Donc voilà, l'acide gluconique, c'est un acide que vous pouvez retrouver, qui est notamment utilisé en métallurgie, mais également intégré dans la composition de certains aliments. On lui vante surtout des propriétés dans la réduction de l'amertume des aliments. Donc ça peut éventuellement améliorer le goût, mais voilà, donc c'est ça. C'est un peu ça l'acide gluconique. Maintenant, nous allons parler des oxydants forts. Les oxydants forts, ils vont cibler les deux carbones. Le carbone porteur du groupe carbonyle et le carbone porteur de la fonction alcool primaire. Les deux vont générer des groupements carboxyles qui vont déterminer un acide. Cet acide, on l'a dit, les oxydants forts vont déterminer l'acide aldarique. L'acide aldarique qui va naître du glucose va s'appeler l'acide glucarique. Un exemple d'application de cet acide glucarique dans la vraie vie, c'est son utilisation dans les détergents de nettoyage. Et enfin, la fonction alcool primaire, si c'est la seule qui est stimulée, qui est visée par cette oxydation, va générer ce qu'on appelle des acides uroniques. Et l'exemple de l'acide uronique naissant à partir du glucose, c'est l'acide glucuronique. Cet acide glucuronique, alors on a deux exemples de cette application de l'acide glucuronique très intéressants. Regardez, on a d'abord son application dans le corps, enfin dans le métabolisme du corps. Il va participer dans la conjugaison hépatique. Je ne vais pas rentrer dans ce détail parce qu'il ne fait pas du tout partie du cours. Je sais même pas si, enfin, je pense qu'il ne fait pas partie du programme de première année, mais c'est très simple. Je vais essayer de le simplifier au maximum. Alors, dans le corps, nous avons ce qu'on appelle de la bile. La bile, elle est sécrétée par la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, elle est située juste en dessous du foie. Ce que je représentais ici, c'est le foie. Juste en dessous, on a la vésicule biliaire. Cette vésicule biliaire sera chargée de la sécrétion de la bile dans l'intestin grêle. La bile va participer à la digestion.
Donc elle aura un rôle dans l'organisme, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais cette bile, qui est une sécrétion de l'organisme, devra être excrétée en dehors de l'organisme. On veut, comme n'importe quelle substance de l'organisme, la régénérer et on veut donc l'éliminer de l'organisme. Avant de l'éliminer de l'organisme pour qu'elle passe dans les excréments, elle doit subir des modifications au niveau du foie, des modifications structurales. Ces modifications, un exemple de ces modifications, c'est ce qu'on appelle la conjugaison hépatique. Hépatique, ça veut dire que ça se déroule au niveau du foie, entre parenthèses. Et un exemple de la conjugaison hépatique, c'est quand on rajoute sur la bile un acide glucuronique. Voilà. En faisant cette modification toute simple, dans la structure de la bile, on pourra l'éliminer. Donc ça, c'est vraiment une façon très simplifiée de vous l'expliquer. Ça ne fait pas partie du cours, vous n'allez pas l'aborder ici en détail. Et une autre application, c'est dans les gags. Les gags, on va les définir quand on va parler des oosides. Les gags, c'est un exemple d'ooside. Mais sachez que l'acide glucuronique peut participer à la formation des gags et un exemple de gag qui va contenir cet acide glucuronique, c'est le fameux acide hyaluronique. On peut citer de nombreux exemples où on va retrouver cet acide hyaluronique, mais l'exemple le plus parlant, c'est dans les produits cosmétiques. Vous ne pouvez pas trouver un produit cosmétique où on n'a pas d'acide hyaluronique. Son rôle, c'est essentiellement l'hydratation. Et voilà, donc on le retrouve un peu partout. L'un des bienfaits qu'on lui cite, c'est certainement l'hydratation de la peau, voilà. D'où son utilisation dans les produits de beauté. Nous allons maintenant passer à la dernière propriété qui est due au groupement carbonyl et qui est la notion de sucre réducteur. Pour mettre en avant cette notion de sucre réducteur, nous utilisons ce qu'on appelle la liqueur de Fehling. Cette liqueur est constituée essentiellement d'ions cuivre 2, donc les ions cuivre 2+, dans un milieu basique, et a pour rôle de détecter la présence de sucre dans une substance. Pour plus de précision, en fait, elle va reconnaître la fonction aldéhyde de l'ose. Et effectivement, quand cette fonction est présente dans la liqueur, enfin dans une substance dans laquelle on va mettre la liqueur, vous avez compris, quand elle est présente, la liqueur de Fehling va prendre une couleur rouge brique. Sinon, elle ne se colore pas. Ce changement de couleur se fait suite à une réaction d'oxydoréduction entre les ions cuivre 2+ de la liqueur de Fehling et la fonction aldéhyde de l'ose. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que l'ose va subir une oxydation et c'est les ions cuivre qui vont subir la réduction. Comme ces ions cuivre vont subir la réduction, c'est-à-dire que l'ose, ou enfin plus précisément sa fonction aldéhyde, mais en tout cas c'est le sucre, qui va induire cette réduction. C'est donc un sucre réducteur, d'où la notion de sucre réducteur, parce qu'ils sont chargés de la réduction des ions cuivre dans la liqueur de Fehling. Et c'est eux qui vont subir l'oxydation. Je pense que vous avez compris, c'est les relations d'oxydoréduction du lycée. Petite remarque, la réaction que vous voyez ici, c'est la réaction finale. C'est-à-dire que pour aboutir à ça, il a fallu écrire les deux demi-équations d'oxydoréduction. Je ne vais pas faire ça ici parce que c'est pas très utile. Mais si vous souhaitez le faire, gardez en tête qu'on est dans un milieu basique. Vous devez donc écrire les équations d'oxydoréduction dans un milieu basique. Voilà, et encore une petite remarque. Vous avez remarqué qu'on avait dit que la liqueur de Fehling va caractériser la fonction aldéhyde et qu'elle servait également à détecter la présence des oses, en général, dans un milieu. Et vous pouvez tout naturellement vous demander, est-ce que les oses qui possèdent la fonction cétone, les cétoses, par exemple le glucose, peuvent être caractérisées par cette liqueur de Fehling? C'est-à-dire, est-ce que cette liqueur de Fehling va viser uniquement les aldoses ou est-ce qu'elle va également concerner les cétoses? Eh bien, je vous rappelle que d'après les propriétés des oses dans un milieu basique et à froid, les oses vont subir une interconversion, pouvant les faire passer d'une série à une autre. Ainsi donc, par exemple, le fructose sera converti en glucose, qui est un peu son équivalent en aldose, et ainsi la réaction de Fehling sera possible. Voilà, donc cette réaction est possible pour détecter les différents sucres, puisqu'on a une possibilité d'interconversion entre les séries.
Nous avons donc fini avec les différentes propriétés. Donc nous avons fait ça. Nous avons fini avec la stabilité chimique, les propriétés qui sont dues au groupement carbonyle. Nous allons maintenant passer aux propriétés qui sont dues à la présence de la fonction alcoolique. Alors, les propriétés qui sont dues à la présence de la fonction alcoolique, nous allons maintenant donc parler des propriétés dues à la présence du groupement hydroxyle, c'est-à-dire de la fonction carbonyle, c'est-à-dire de la fonction alcoolique. Et là, donc on a 3 propriétés exactement. 3 propriétés, et la plus importante, c'est l'estérification. Avant d'aller plus loin dans cette estérification, expliquons c'est quoi en fait un ester. Un ester, c'est donc ce groupe qui a cette forme-là, un carbone lié à une double liaison à un oxygène, relié par une simple liaison à un autre oxygène, et puis on a le reste de la molécule. Normalement, classiquement, c'est ce que vous connaissez. Donc c'est ce groupe ester qui va déterminer la fonction ester. La fonction et le groupe portent le même nom. Mais en réalité, un ester, c'est pas uniquement avec le carbone. Là, ce que j'ai représenté, c'est un exemple d'ester, ce qu'on appelle l'ester carboxylique. En fait, donc un ester, il peut s'agir de n'importe quel atome. Si on a par exemple si cet atome c'est un phosphore par exemple, on va appeler ça un ester phosphorique. Si donc c'est un carbone, c'est un ester carboxylique. Et cet ester va naître suite à la réaction du groupe OH, c'est-à-dire de la fonction alcool, avec un acide. Un acide qui sera caractérisé, donc c'est ça la forme d'un acide. C'est ça le groupe caractéristique d'un acide. Et donc, un alcool avec un acide vont former ce qu'on appelle un ester. Bien. Et les esters qui vont naître suite à la réaction de certaines molécules avec les glucoses sont nombreux. On a donc les esters phosphoriques, d'accord ? On a également les esters nitriques, sulfuriques, boriques, mais les plus importants, vraiment les plus importants, c'est les esters phosphoriques. Alors, ils sont déjà, un ester phosphorique, il est formé suite à la réaction d'un ose avec l'acide orthophosphorique. C'est ça l'acide H3PO4. Et là, on peut citer de nombreux exemples. Par exemple, on peut avoir déjà, petite remarque, avant d'aller plus loin, quand on va parler d'acide phosphorique, d'accord ? Donc on a parlé d'acide phosphorique, on peut également parler de phosphate. Acide phosphorique, phosphate, c'est la même molécule, sauf que l'une est présente sous forme de base et l'autre sous forme d'acide. D'accord ? Acide phosphorique pour acide, phosphate c'est pour la base de l'acide phosphorique. Mais c'est la même molécule, d'accord ? Et donc, on peut avoir, l'acide phosphorique va donc se lier à la fonction alcool d'un ose pour former un ester phosphorique. Il peut se lier soit à la fonction alcool primaire, soit à la fonction alcool secondaire. Ça, c'est déjà un point. Le deuxième point, c'est qu'un seul ose peut être phosphorylé par un ou plusieurs acides phosphoriques. Il peut former un ou plusieurs esters. Cette notion d'ester phosphorique, elle est intéressante à connaître. Donc, vous n'êtes pas obligé de connaître ses propriétés en détail. Je sais que c'est un peu barbifiant, tout ce que vous voulez. Donc, il faut un peu les comprendre en général et vous focaliser sur ce que la prof vous demande de bien retenir. D'accord ? Là, je suis en train d'expliquer en général, mais je vous conseille vraiment d'assister au cours pour voir ce que la prof va dire. Et là, je suis en train d'expliquer les esters phosphoriques. Je trouve que c'est quand même assez intéressant de les connaître parce qu'ils vont revenir souvent dans le métabolisme. Si on prend l'exemple du glucose 6-phosphate. Le glucose 6-phosphate, c'est un ester monophosphorique. Il sera phosphorylé donc par un seul acide phosphorique. D'accord ? Et il faut savoir que les phosphates dans le corps, c'est l'ATP qui va les donner. C'est l'adénosine triphosphate. L'adénosine triphosphate, pour rappel, est formée donc d'une molécule d'adénosine reliée à 3 molécules de phosphate. Et donc l'ATP va donner l'un de ces phosphates pour réagir avec cette fonction alcool primaire et donc former une liaison ester
Ici, on a une liaison ester. Et au final, on va aboutir à une molécule qu'on appelle le glucose 6-phosphate. Ce glucose 6-phosphate, on va en parler dans le métabolisme. Il apparaît quand le glucose rentre dans une cellule. Donc voilà, le glucose, il va rentrer dans une cellule. Et la cellule, pour l'empêcher d'en sortir, elle va le marquer. Elle va lui dire, toi, tu m'appartiens, d'accord ? Elle va comme le signer. Comment elle le signe ? Eh bien, c'est en rajoutant donc une molécule de phosphate. Le glucose, on lui rajoute une molécule de phosphate, il ne va plus sortir de la cellule. C'est bon, il lui appartient. Et c'est à partir de là que peut commencer donc une voie métabolique qui fait intervenir le glucose, par exemple. Des fois, le glucose ou même d'autres oses peuvent être phosphorylés par plus d'un seul phosphate. C'est le cas, par exemple, du fructose 1,6-biphosphate. Et ça ne concerne pas uniquement la fonction alcool primaire, elle peut concerner d'autres fonctions alcool. Voilà, donc essayez de vous limiter vraiment à ce qui est écrit, ne pas trop rentrer dans les détails, parce que donc, dans le métabolisme, vous allez vraiment voir ça en détail. Comment les réactions vont se faire, etc. Par exemple là, ce que vous voyez ici, c'est la première réaction de la glycolyse. Elle va se faire grâce à une enzyme, ou un enzyme. On peut dire une ou un enzyme, c'est comme vous voulez. Donc grâce à un enzyme qu'on appelle l'hexokinase. Voilà. Donc l'estérification peut également se faire en réagissant avec d'autres acides minéraux. Là on a parlé de l'acide phosphorique, mais c'est tout à fait possible avec d'autres acides comme l'acide nitrique pour former les esters nitriques. On a également les esters sulfuriques, les esters boriques. Tout ça, donc ils auront leur application dans le corps. C'est des composés de l'organisme. Et une petite remarque qu'on vous donne ici, c'est que les oses ne vont pas migrer dans un champ électrique en général, mais ils vont migrer plus facilement sous forme d'esters boriques. Ça veut tout simplement dire qu'en électrophorèse, vous allez surtout en parler dans le chapitre des protéines. C'est pas très important pour les glucides. Donc en électrophorèse, on va mettre un papier, d'accord, comme un papier comme ça, entre les signes plus et moins, enfin on va le placer dans un champ électrique, d'accord. Là on a le plus, on a le moins, et on va les placer ici. On va placer le glucose au milieu, enfin le glucose et les oses généralement, et on va voir de quel côté ils vont migrer. Alors les oses ne vont pas migrer en général, très généralement, mais s'ils sont sous forme d'ester borique, ils peuvent se déplacer. C'est tout. Faut pas rentrer trop dans les détails. Voilà. Nous avons donc parlé des propriétés dues à la présence du groupement hydroxyle, d'accord, de la fonction alcool. Et on a dit que l'estérification était la plus importante. D'accord, ok, c'est la plus importante, mais ce n'est pas la seule. On a deux autres propriétés qui sont listées dans le diapo, qui sont la glycosylation. D'abord, la glycosylation, elle est très simple. Alors vous savez, dans l'organisme, si on l'aborde à l'échelle moléculaire, c'est-à-dire si on l'aborde sur le plan chimique, on a plusieurs groupes chimiques qui vont le composer. Je sais pas, par exemple des méthyles, des groupements amines qui sont liés à des protéines, plein de groupements chimiques. Et ces groupes chimiques, très souvent, ils peuvent être liés à des oses. Et très généralement, cette ose est représentée par le glucose. On va dire qu'ils vont subir une glycosylation. Là, par exemple, on a un exemple de la glycosylation d'un méthyle. Un méthyle, donc, c'est un CH3. Il faut savoir que la glycosylation, elle va se faire suite à la liaison d'un OH. Et ce OH, c'est très généralement le OH de la liaison, c'est très généralement le OH lié au carbone hémiacétalique. D'accord ? Donc, vous voyez le carbone hémiacétalique, son OH va se lier à un méthyle. Et là, le méthyle, on dit qu'il a subi une glycosylation. Il a été relié à un glucose. Et on va l'appeler le méthylglucoside. De la même manière, là on a un groupe phényl. Le phényl va être lié à un OH. C'est le OH hémiacétalique. C'est le phénylglucoside. Très simple. Et enfin, l'action des amines. Alors là, c'est un peu mal représenté, je suis désolée. C'est pas très clair ici, on ne va pas voir ici. Ils ont donné l'exemple des nucléosides. Ne rentrez pas trop dans ce détail parce que vous avez un chapitre complet qui va aborder les acides nucléiques.
Là, c'est juste un exemple pour comprendre. Comment, par exemple, est fait l'ATP. Donc l'ATP, c'est quoi? C'est l'adénosine triphosphate. C'est l'adénosine qui sera reliée à 3 phosphates. Bien, les phosphates, on les connaît. C'est bon? Et là, l'adénosine. L'adénosine, c'est quoi? C'est en fait une base qu'on appelle l'adénine. C'est une base qui sera liée à un ose. C'est pas le glucose cette fois, c'est le ribose. Le ribose, c'est une cétose. On la représente comme ça. Et voilà. Donc ça, c'est le ribose. Le ribose, on peut avoir le désoxyribose si on est dans l'ADN, vous avez compris. Là, on est en train vraiment de parler de l'ATP. Mais généralement, dans les acides nucléiques, vous allez le voir dans le cours les concernant. Et donc là, ici, on a une liaison entre une base et un ose. Cette liaison, elle va se faire plus précisément entre le OH hémiacétalique de l'ose et une fonction NH2, donc une fonction amine de l'adénine. NH2, donc les fonctions amines de la base et la fonction OH, pour donner une fonction amide. C'est tout. Je pense que c'est suffisant pour l'instant. Le reste, vous allez l'aborder en détail quand vous allez faire le cours des nucléotides. Nous arrivons enfin au dernier élément des propriétés, de la partie des propriétés, en abordant les propriétés qui seront dues à la fonction alcool et la fonction carbonylique. Alors là, on a deux propriétés qui sont très simples. D'accord? On a l'action des amines et l'action des hydrazines substituées. On commence par l'action des hydrazines substituées. Regardez, c'est très simple. Imaginez donc, qu'on va mettre des oses. On va mettre des oses quelque part, je sais pas, dans un bocal par exemple. D'accord? Et alors, bien sûr, ça c'est une réaction chimique qu'on va faire au laboratoire et tout. Là, je suis en train de vous demander de développer votre imagination pour pouvoir simplifier ça au maximum. Et avec ces oses, donc, on va mettre ce qu'on appelle des phénylhydrazines. Phénylhydrazine, c'est un type de molécule. On va en mettre avec les oses. Et donc on en met, vous voyez qu'on a le même nombre de phénylhydrazine et d'oses. C'est une solution équimolaire. Ce qui se passe dans ce cas, c'est que les oses, donc chaque ose va se lier à une molécule de phénylhydrazine pour former une hydrazone. Bien. Donc on va former une hydrazone. Maintenant, imaginez qu'on va rajouter encore des molécules de phénylhydrazine. Alors là, on n'est plus dans une solution équimolaire. Ce qui se passe, c'est que certains oses pourront lier plusieurs molécules de phénylhydrazine. Et dans ce cas, donc c'est ici, donc un ose avec plusieurs molécules de phénylhydrazine, on ne va plus appeler ça des hydrazones. Non, ce n'est pas des hydrazones, ce sont des osazones. C'est bon? C'est ça, des osazones. Donc c'est un ose qui sera relié à deux molécules de phénylhydrazine. Mais concrètement parlant, c'est-à-dire dans la structure chimique, que va-t-il se passer? Et bien là, donc, on va représenter un ose. On a le premier carbone de l'ose, le deuxième, qui est troisième, et donc on aura la suite de la molécule, juste en dessous. Ce qui nous intéresse, ce sont le premier et le deuxième carbone. Alors le premier carbone chez les aldéhydes, plutôt chez les aldoses, c'est lui qui va apporter le carbonyle. Chez les cétoses, c'est le deuxième carbone. Dans le cas d'une hydrazone normale, donc le premier carbone, la phénylhydrazine, cette molécule, va lier donc le premier carbone. On a une phénylhydrazine. Phénylhydrazine. Bien. Dans le cas d'osazone, on aura donc également une phénylhydrazine qui va lier le deuxième carbone. Et boum, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si tous les oses qui étaient différents par leurs deux premiers carbones seront maintenant identiques, parce qu'ils seront liés à la même molécule. Est-ce que vous comprenez? Si on prend le déglucose, le démannose et le défructose, qu'est-ce qu'ils ont de différent? Le déglucose et le démannose, ils sont épimères en C2, c'est-à-dire qu'ils seront différents par leur deuxième carbone. Le déglucose et le défructose, ils seront différents par leur C2 également,
parce que, enfin, le déglucose et le défructose, ils seront différents par leur fonction. L'un, le glucose va apporter donc la fonction carbonyle dans son carbone numéro 1, et l'autre, il va l'apporter dans son carbone numéro 2. Et le démannose et le défructose, donc ils seront également différents de cette façon-là, puisqu'ils ne font pas partie de la même série. Bref, vous comprenez que ces trois glucoses, enfin ces trois oses, seront différents entre eux par ces deux carbones. Et justement, suite à leur réaction avec les phénylhydrazines, c'est-à-dire suite à la formation des osazones, ils seront identiques. Je répète, les osazones qui vont naître de... Alors les osazones qui vont naître du déglucose, du démannose et du défructose seront identiques. Et regardez ce que vous écrit. Deux aldoses épimères en C2 et leur cétone correspondante donnent naissance à une même osazone. J'espère que vous avez compris. Et là, on vous donne une petite définition plus concrète des osazones. Ce sont des composés jaunes et qui ont certaines propriétés physiques qui vont permettre l'identification de l'ose. Donc ils ont un rôle dans le laboratoire. Voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut retenir pour les hydrazines. En général, dans les QCM, on vous dit, enfin on vous donne certaines molécules ou on vous donne cette phrase, littéralement cette phrase. Et on vous dit est-ce que c'est vrai? On vous donne certaines molécules, enfin certains oses, des exemples d'oses. On vous dit est-ce que leur osazone c'est la même? Et voilà, c'est tout. Et enfin, on a l'action des amines. L'action des amines, donc un glucose ou un ose, en général c'est le glucose, qui va réagir avec une protéine, donc il va réagir, c'est toujours sa fonction carbonique qui va réagir avec le NH2. Mais attention, cette réaction ne va pas produire une amide comme tout à l'heure. Vous remarquez qu'ici, on n'a pas le O a disparu, donc il a été remplacé ici, c'est-à-dire le carbonyle est passé du carbone numéro 1 au carbone numéro 2, et enfin bref, ça c'est pas une réaction comme vous l'imaginez directe. Elle va se faire en deux étapes, ne rentrez pas dans la chimie, et au final, on n'aura pas la formation d'un ester comme tout à l'heure. C'est tout ce que je voulais dire. Et pour les protéines glyquées, c'est des protéines assez importantes dans l'organisme. Elles vont être formées en cas d'hyperglycémie. C'est pourquoi c'est un indice chez les diabétiques. On va en parler en détail quand on va parler des osides, qu'on va commencer là maintenant tout de suite.